C'est courant de voir la VMA utilisée comme un indicateur de performance. Pourtant, ce n'est qu'une des variables de la performance et je vais vous montrer pourquoi avec mon exemple puisque sans changer ma VMA, j'ai gagné près de 13 minutes au semi-marathon entre 2013 et 2019 en passant de 1:28:30 à 1:15:45 à Vancouver la semaine dernière. Pour bien comprendre ce sujet, il faut avoir en tête que la performance en course à pied dépend de nombreux facteurs et l'exemple que je vais prendre est parfait pour ça car je suis un cas vraiment atypique. Car pendant des années, course à pied rimait pour moi avec athlétisme sur 800 et 1500 mètres principalement. Ce sont des épreuves qui durent entre 2 et 5 minutes, c'est donc assez logique d'être bon sur un test VMA qui est une épreuve qui dure 6 minutes si on effectue le demi-Cooper. C'était vraiment ma spécialité de courir à ce type d'intensité. Même si je n'étais vraiment pas fait pour ça, on y reviendra dans une autre vidéo sur la génétique et l'importance de choisir les bonnes distances en fonction de ses capacités de base. Si vous voulez voir cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Bref, sur ces distances, on travaille beaucoup la puissance aérobie et la capacité anaérobie qui sont des critères prépondérants de la VMA. Donc là où j'ai commencé avec une VMA d'environ 15 km/h, mes premières années d'athlétisme l'ont énormément boosté et l'ont fait rapidement passer à 19 km/h environ. Génial, me direz-vous, mais quand on passe à des distances supérieures comme le semi-marathon par exemple, la VMA n'est qu'un critère et il n'est vraiment pas prépondérant dans la performance. C'est simple quand on regarde les différentes tables de comparaison qu'on va pouvoir trouver sur internet, avec une VMA de 19,5 km/h, on trouve un temps au semi-marathon de 1h16:30, soit environ 85% de sa VMA. Et moi, sur mon premier semi-marathon, j'ai fait 1:28:30, soit 12 minutes de plus et seulement 76% VMA de maintenu. Le problème, c'est qu'à ce moment précis, ma VMA ne reflétait absolument pas ma valeur sur la distance. Oui, le 1h16:30 était un chrono envisageable avec la VMA que j'avais, mais c'était seulement si je développais correctement tous les autres facteurs de la performance sur semi-marathon et pas uniquement la VMA. Et comme la VMA était le secteur que j'avais principalement travaillé pendant des années, il y avait énormément de travail pour amener les autres facteurs de la performance au même niveau que cette VMA. La preuve au final, ça m'a pris environ 4 ans de travail spécifique pour travailler cette distance qu'est le semi-marathon pour arriver à un chrono proche de ces 1h16:30. Premier enseignement donc, la VMA est un facteur important de la performance, mais seule sur les longues distances, elle ne vous mènera nulle part. Et c'est là que les autres aspects de la performance vont rentrer en ligne de compte. Pour rester simple, je vais juste parler de grandes catégories. Je vais parler des 5 catégories majeures et des 5 types d'entraînement majeurs qui sont importants pour performer sur les longues distances. La force qui va se traduire par la vitesse de base, la capacité de nos muscles à se mobiliser rapidement pour produire énormément d'énergie en peu de temps. La puissance avec notre célèbre VMA montrant notre capacité à exploiter au maximum l'oxygène que nous respirons via le processus aérobie dans les muscles. Encore une fois, c'est très résumé, il y a bien d'autres choses qui vont se passer lorsque l'on court à VMA, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, j'y reviendrai. La résistance avec le seuil et tout ce qui tourne autour de cette zone d'intensité où le corps n'est plus capable de maintenir l'équilibre dans lequel il était aux intensités plus faibles. L'endurance, évidemment, qui démontre notre capacité à courir longtemps sans générer de fatigue. Et enfin, le dernier, mais non des moindres, la technique de course. Car on peut avoir optimisé son moteur et produire beaucoup d'énergie. Si on la perd au moment de l'impact au sol à cause d'une technique approximative, eh bien on n'avancera pas plus vite au final. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que je vous remets ici. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vraiment utiliser l'évolution de mes performances au semi-marathon pour vous montrer qu'est-ce qui est important de développer quand on est un coureur d'endurance dans ces 5 catégories. Et pour ce faire, j'ai fait un petit graphique, un graphique à 5 axes qui reprend donc les 5 grandes catégories que je viens de vous citer. Il utilise une échelle très simple allant de 0 à 10. 0 étant au centre et étant la note la plus faible et 10 étant à l'extérieur si la qualité est développée de manière parfaite au maximum de notre potentiel. Et si on part de 2013, j'étais donc hyper optimisé côté puissance puisque ça faisait presque 10 ans que je travaillais cette qualité. Disons que j'étais à 9 sur 10 environ dans cette qualité. Par contre, toutes les autres qualités étaient vraiment faibles. La vitesse encore, c'était assez correct puisque pour travailler, les vitesses de course de 800 et 1500 mètres ont fait aussi de la vitesse. Donc on va dire que j'étais à 5 sur 10 dans cette catégorie-là. Par contre, quand on regarde la résistance et l'endurance,
Là, c'était vraiment très très bas, on va dire 3 sur 10. Mais malheureusement, la vitesse et la puissance, c'est pas les qualités les plus importantes quand on court un semi-marathon, c'est pour ça que je courais seulement à 72% de ma VMA à ce moment-là. Mais c'est en 2013 que je me suis vraiment intéressé aux longues distances et que je me suis décidé à travailler spécifiquement pour me développer sur la résistance et l'endurance. Donc si on regarde 2014, c'est ces qualités principalement qui se sont améliorées. À ce moment-là, j'ai réalisé un 1h25 au semi-marathon, soit 14,9 km/h, ce qui correspond à 76% de ma VMA. L'année suivante, j'ai continué exactement le même travail, donc à nouveau, c'est l'endurance et la résistance qui ont continué de se développer. Mais la grosse différence à ce moment-là, c'est que j'ai aussi commencé à travailler sur ma foulée, à faire vraiment plus de techniques de course pour m'améliorer sur les longues distances. Donc en améliorant la résistance, l'endurance et la technique, j'ai gagné 5 minutes sur semi-marathon cette année-là avec un temps de 1h20 et donc 81% de la VMA. On n'est pas encore à la prédiction, mais on s'en approche. Même logique pour l'année suivante, toujours du travail de résistance, d'endurance et de technique. Et là encore, j'ai gagné 3 minutes environ pour arriver à 1h17 et 84% de la VMA. Là, on est vraiment proche de la prédiction. Et si on regarde aujourd'hui, on est 3 ans après ce 1h17 au semi-marathon et je suis enfin passé sous la prédiction avec 1h15-45. Clairement, j'ai mis un peu de temps pour continuer de progresser sur ce semi-marathon, tout simplement parce que j'ai changé mon focus, puisque je me suis mis au duathlon et au triathlon, et donc j'ai un petit peu délaissé la course à pied pour progresser en natation et en vélo, c'est logique. Mais en gros, si on regarde mes performances aujourd'hui, on peut dire que ma résistance, mon endurance et ma technique se sont beaucoup rapprochées de ma qualité en VMA, qui elle a un petit peu perdu, évidemment, puisque j'ai beaucoup moins travaillé cette qualité-là ces dernières années. J'ai un profil qui est donc beaucoup plus équilibré, et en effet, les prédictions sont assez proches de ce que je suis capable de réaliser aujourd'hui. Maintenant, clairement, par contre, avec 86% de VMA atteint sur mon dernier semi-marathon, si je veux continuer de progresser sur ce type de distance, c'est sûr qu'un travail de VMA va pouvoir redevenir intéressant. Mais c'est pas dit que je puisse à nouveau progresser sur cette qualité-là, car vraiment, elle était quand même déjà optimisée dans le passé, donc je pense que c'est principalement sur la technique de course et sur la continuité de mon travail en endurance que je vais pouvoir peut-être encore gagner un petit peu. Bref, la conclusion de cette vidéo est double. D'abord, il ne faut pas se fier évidemment uniquement à la VMA pour prédire les performances, vous l'aurez compris. Si on prend mon exemple, et ça va être le cas pour tous les coureurs qui passent de courtes aux longues distances, on va pouvoir avoir jusqu'à 15 minutes d'écart entre le chrono prédit par la VMA et le chrono réellement réalisé sur le terrain. Par contre, évidemment, quand on parle d'un coureur qui est expérimenté en endurance et qui travaille beaucoup moins sa VMA, ça peut aussi éventuellement être l'inverse. On peut très bien avoir des coureurs qui vont être très endurants, qui vont pouvoir maintenir des pourcentages très hauts de leur VMA, mais simplement parce qu'ils sont limités par leur VMA. Et dans ce cas, la meilleure manière de continuer de progresser sur le long terme, c'est de faire du travail de VMA, d'essayer de monter cette valeur plus haut, peut-être 0,5 voire 1 km/h de plus. Là, on va à nouveau avoir plus de marge par rapport à cette VMA sur nos rythmes d'endurance et donc on va pouvoir à nouveau augmenter l'endurance.